lancer la rediff YouTube parce qu'effectivement, nous sommes lundi 10 novembre aujourd'hui, il est 18h et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons vivre notre troisième épisode des rencontres de Zeldo. Alors oui, vous aviez rencontré déjà Julien Guélérin il y a maintenant un an. Il y a quelques semaines maintenant, vous avez rencontré Mirolam qui était YouTuber Minecraft et on avait passé un très très bon moment. J'étais ravi de vous le présenter. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter Arnaud Rakoto. Alors pour certains, peut-être ce nom ne vous parlera pas, mais c'est une personne en tout cas qui a énormément de potentiel, sachez-le, dans le domaine du commentaring. C'est une personne que j'ai rencontrée, qui est super bienveillant, super gentil et qui a un parcours incroyable. Et j'espère aujourd'hui que vous aurez des questions à lui poser et que vous aurez plein de choses à raconter, puisque vous allez voir, ça va être un parcours extraordinaire et j'espère qu'on va passer un très très bon moment durant ce petit temps ensemble. Comme d'habitude, vous le savez, la petite intro, parce que bah voilà, vous connaissez sûrement de loin ou de près toutes ces personnalités. On peut les voir presque tous les jours au travers de nos écrans. Mais, euh, mais est-ce que vous connaissez vraiment leurs histoires? Bienvenue dans les rencontres de Zeldo, là où l'exceptionnel devient une conversation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir du coup de vous présenter pardon, Arnaud Rakoto. Bonjour à toi Arnaud, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Ah, j'ai eu du mal. Cette fois-ci, l'intro, elle a eu du mal à passer. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Sort d'un long mais très très cool week-end de commentaires du rallye du Japon. Port mécanique sur Canal+, donc avec le décalage horaire, ça se rattrape, mais ça va, on est content, on est heureux. Ben, c'est ça, j'ai vu là toutes tes stories. C'est vrai que tu as l'air ultra actif en ce moment. Bah, ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on parle justement de tout ce que tu fais et de toutes tes démarches là en ce moment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous expliquer qui es-tu? Alors, qui je suis? Bah, déjà Arnaud Rakoto. Alors là, ça va faire mal, j'ai 30 ans. Je n'arrive toujours pas à l'accepter, mais c'est comme ça. Et puis du coup, bah, je suis journaliste, commentateur, piviste actuellement pour Canal+, un petit peu pour le foot, un petit peu pour les sports mécaniques et voilà. C'est super. Bon, de toute façon, on aura toute l'occasion d'aller plus en détail dans cette carrière, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Tu es venu un petit peu de nulle part, tu as fait pas mal de choses, on va dire, en inconnu, puis maintenant tu es un peu plus sous les projecteurs, donc on pourra largement avoir l'occasion de parler de tout ça. Et bah, le premier sujet que j'aimerais évoquer avec toi, c'est forcément celui qui t'a mis justement un peu sous ces projecteurs. C'est Ouais. l'émission Au Micro que tu as vécue maintenant il y a un peu plus d'un an, puisque c'était tourné même quelques mois avant le tournage, enfin avant la diffusion, pardon. Ouais. Eh ben écoute, histoire peut-être de revenir sur ton parcours, je vais peut-être citer très rapidement ce que tu as vécu, et puis après on va faire le tour ensemble. Du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas Au Micro, c'est une série d'épisodes pour découvrir les nouveaux commentateurs de football qui vont bientôt débarquer sur la chaîne. Donc c'est quelque chose de vraiment très très cool qui a fait découvrir des personnes de tout horizon. Alors pour la première saison, c'était notamment Marseille, Paris, Lens de mémoire, il y avait les trois villes. Donc Exactement. il y avait plus de 1000 participants qui ont envoyé leur CV, candidature, vidéo, etc. Et parmi eux, il y avait à chaque fois de mémoire une dizaine seulement qui ont été sélectionnés. Donc rien que ça Ouais. déjà, ça doit être fou de faire partie des 10 participants à chaque fois. Et, C'est difficile euh, à croire, ouais. et du coup, il y a eu donc 4 tours. Il y a eu un premier stade qualificatif où tu as été recruté toi au Parc des Princes. Puis ensuite, il y a eu les huitièmes, les quarts, les demi, puis le grand live en finale. Alors, il y a eu trois épreuves. Il y a eu du commentaring sur une séance de but où vous deviez chacun voilà, exprimer votre animation durant un moment de but légendaire. Donc, dans ton cas, par exemple, c'était Ludogorets Monaco. D'ailleurs, avec un super but d'Ozil. Ensuite, Ludogorets Arsenal, ouais. Arsenal, pardon, oui. En plus, je l'ai écrit, je suis très con. Oui, en plus, je l'ai écrit 2016, oui. Ludogorets
à Arsenal. Ensuite, tu as fait un multiplex avec Christophe Jallet où tu as notamment parlé de Monaco City. C'est pour ça, je pense que j'ai fait le lapsus. Exactement. Tu avais Monaco City. Ensuite, tu as fait le travail de la palette. Le travail de la palette qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, tu as eu des sueurs froides. T'as eu très très chaud. Et ensuite, en demi, tu as eu à faire un résumé de match en direct avec 200 personnes. Alors, c'était un faux direct, évidemment. C'était pas devant la télévision. Mais en tout cas, il y avait 200 personnes qui vous regardiez. Et ça devait être franchement extraordinaire. J'en profite, je dis juste bonjour au Red. Merci beaucoup, Malouga, d'envoyer 9 personnes. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Du coup, bah voilà, tu as vécu une aventure extraordinaire. Malheureux finaliste, mais malgré tout, tu as vécu une super aventure. Déjà, tes premières sensations par rapport à tout ça. Euh, Bah déjà, quand tu me rappelles tout ça, ça me rappelle de très très souvenirs quand même, parce que c'était vraiment une aventure absolument incroyable. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mauvais sentiments hein, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'était vraiment des moments incroyables, inoubliables, de la sélection jusqu'à la finale. C'était vraiment top, juste super. Et puis bon, comment dire, les moments, comment dire, où je me sentais un petit peu plus à l'aise et d'autres peut-être un petit peu moins, notamment sur la palette, ça fait aussi partie du jeu, hein. Comment dire, ça fait partie de cette compétition parce que c'était aussi une compétition. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment des très très bons souvenirs. Bah, par exemple, quand on parle de souvenirs, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui t'a vraiment marqué, que ce soit en positif ou en négatif? Ça peut être aussi une casserole. Est-ce qu'il y a vraiment un moment qui t'a marqué durant ces mois de répétition? Euh, Il y en a beaucoup. En choisir un, je te dirais peut-être que ouais, sur la finale, quand on rentre, parce que du coup la finale avait lieu au Parc des Princes hein, pour un match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Et quand le Parc des Princes, en tant que spectateur, j'y avais été 2 fois dans ma vie. Et c'était quand même il y a assez longtemps. Et d'y retourner là, en bord pelouse, avec le micro Canal+, habillé comme les journalistes, c'était extrêmement impressionnant. Il y a des moments où alors c'est mélangé, il y a des moments où tu te dis, c'est pas possible, ça, c'est pas en train d'arriver, je suis pas vraiment là où je suis dans cette situation-là. Je vais pas réellement ensuite aller commenter un match en entier du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ouais, c'était très spécial. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a toujours au Parc des Princes la première étape de qualification où, au contraire de cette finale, le Parc des Princes est vide et on est quasiment tout seul dans ce Parc des Princes. Là aussi, c'était assez impressionnant. Rencontrer le jury aussi, hein, Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou. Euh, et peut-être un dernier, c'est les 200 spectateurs dans les conditions du direct sur le plateau du Canal Football Club. Ça aussi, c'est la même chose. On s'en rend pas compte, je pense, sur le moment. Je pense que même pendant l'épreuve, on essaye de faire totalement abstraction de tout ça, de ce qu'on est en Totalement, ouais. train de vivre pour essayer de se concentrer. Et une fois que c'est fini, même aujourd'hui, hein, je peux te dire que il y a des moments où je revois un petit peu les images et j'ai du mal à croire que j'ai pu vivre ça. Mais pourtant, ça s'est passé et c'est ça qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, tu parles justement de ce travail en plateau. Quelle était un peu ta sensation quand déjà tu savais que tu allais rentrer dans le plateau et que là on commençait à te préparer mentalement, à te dire voilà, prépare-toi, tu vas bientôt parler devant tout le monde. Comment on arrive à se mettre en condition face à un tel événement? Euh, Comment dire, sur le moment, en fait, tu sais pas comment faire. Parce que forcément, c'est une première pour tout le monde. T'as aucun repère, c'est quelque chose que t'as jamais fait. Et, euh, et justement,
il faut se rattacher à des choses, quoi. Et du coup, bah, c'est se rattacher à ce que tu vas faire en plateau. C'est-à-dire, nous, c'était résumer un match en 3 ou 4 minutes, si je me souviens bien. Et bah, c'est se rattacher à des mots précis pour ne pas perdre le fil, pour pas perdre la mémoire. C'est se rattacher aussi aux petites consignes que vont nous donner les personnes au niveau technique à côté de toi, sur comment rentrer sur le plateau, parce que tout est prévu, hein. Tout est comment dire, millimétré et pas laissé au hasard. Donc on te dit comment rentrer dans le plateau, on te dit par quel chemin passer pour que ce soit le plus télévisuel possible. Mmh, bien Et, sûr. et donc voilà, tu te raccroches à tout ça pour ne pas paraître mal à l'aise, ne pas paraître trop stressé. Et donc voilà. Et ensuite, après, c'est une gestion du stress qui est propre aussi à chacun, hein. Moi, je sais que j'avais du stress, mais que dans ma tête, j'étais vraiment déterminé à me dire tu vas pas te laisser bouffer par ce stress, tu vas en profiter, tu vas faire le maximum possible pour déjà essayer d'être content de ton passage et ensuite peut-être d'imaginer se qualifier en finale. Mais ouais, c'était vraiment fais-le à fond, c'est une expérience extraordinaire. Vis-le, sois content. Il y a du stress, mais voilà quoi. On fait avec. On n'a pas fait aussi tout ce chemin-là pour énormément stresser et rater finalement ce rendez-vous, quoi. Tu dis très justement y aller sans avoir de regrets. Est-ce que malgré tout, à la fin, maintenant avec un regard un peu extérieur, tu te dis est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu faire des choses différentes? Ou au contraire, tu es très satisfait de ta prestation et tu te dis bah j'aurais pas pu faire mieux et j'ai tout donné. Heu, Franchement, oui. Mais après moi, enfin, c'est un peu une constante chez moi, c'est-à-dire que je, je, je et même je pense que c'est plus chez plusieurs personnes, on a tendance beaucoup plus à voir ce qu'on fait de moins bien que plutôt ce qu'on fait de bien. Et en général, moi, quand je regarde quelque chose, je pointe tout de suite ce qui va pas plutôt que ce qui va. Donc, et même aujourd'hui encore, quand je commente un match de foot ou une course, que ce soit en moto ou en Formule 1, etc. Quand il y a des trucs que je vois, oui, j'ai le regret de me dire: «Ah peut-être que tu dû dire ça à ce moment-là, tu dû être un petit peu plus précis. Ah tiens ce chiffre, peut-être que tu aurais dû l'avoir». Après, ça fait aussi partie du jeu, hein, je me dis que je travaille le plus possible à chaque fois pour préparer, chaque commentaire que je fais. Et hem et au final, ben, comment dire? On peut jamais être totalement parfait, je me dis aussi ça, Bien sûr, et de toute totalement. façon, même, même si après un match où quelqu'un va nous dire, «Waouh, franchement, ça a été top, ça s'est super bien passé» et cetera. Et bah, je sais qu'il y a toujours des choses, perfectibles à chaque fois, tout le temps. C'est tout le temps aussi de la remise en question et surtout moi qui suis qui vient de commencer, hein, Mm. tout le temps de la remise en question sur, les méthodes de travail pour les affiner le plus possible. Donc voilà, il y a forcément des trucs, que je regrette à chaque fois, mais je me flagelle pas plus que ça et surtout Important. ça fait partie du métier, ouais. Bah, il faut jamais, de toute façon, il faut jamais se rabaisser ou se dire j'ai mal fait. Au contraire, il faut toujours essayer de trouver le positif dans tout raté. Ou même quand, par exemple, je sais pas, il y a une question et que t'as pas la réponse, faut se dire bon bah c'est pas grave, la prochaine fois je l'aurai au moins. Enfin, c'est ça le plus important, c'est de savoir se relever après les petites erreurs. C'est ça, c'est toujours être meilleur la prochaine fois. Et d'ailleurs, en parlant de potentiels petits ratés, tu as dit très justement tout à l'heure que tu étais face à Ginola, face à Laure Boulot, face à Hervé Matteau. Est-ce qu'il y en a un, ou peut-être les trois, qui arrivait plus à te mettre en confiance que les autres? Heu, pour être très honnête, les 3 enfin, étaient déjà très agréables et Hmm, très protecteurs, hein, de par leur approche. Je pense qu'ils ils savaient,
tous les 3 qu'il y avait beaucoup de stress, qu'il y Ouais, avait bien sûr. beaucoup de choses, extrêmement nouvelles pour nous tous et Ça a après ils permis avaient de moins aussi des stresser peut-être? ouais, franchement oui. Après, quand tu quand tu débarques au Parc des Princes et que tu vois, un ancien joueur, une ancienne joueuse et un journaliste Mmh. qui, qui est un des journalistes, football les plus connus, les plus en vue de ces, peut-être, 20-25, 30 dernières années. Hem, Tu les vois, ça met une pression supplémentaire, mais c'est vrai que ça a permis, oui, de relâcher un petit peu le stress et après ils ont eu aussi des rôles très différents, David Ginola, il a été très rassurant, presque un peu comme une figure entre guillemets paternelle, hein, même si on va pas Mmh. jusque-là, hein, mais ça a été vraiment ce rôle-là. Leur boulot, ça a été un peu voilà cette bonne copine un peu qui est entre guillemets un petit peu qui se met à notre niveau, voilà, qui est très agréable et qui blague un peu de temps en temps pour essayer de nous faire redescendre. Hervé Matou, il y avait quand même ce statut un petit peu de prof qui nous attend quand même au tournant, qui avait quand même ouais, ce rôle de je comprends votre stress, je comprends votre appréhension, mais vous faites partie de ceux qu'on a sélectionnés, donc et c'est pas pour rien aussi, et il a complètement aussi raison, hein. Mmh. Mais c'est pour ça que c'était différent, mais les trois étaient vraiment très agréables. Et justement, parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, donc il y avait ces trois-là, il y avait également il y avait Mehdi, il y avait Christophe Jallet, il y avait vraiment pas mal de monde, notamment des journalistes. Est-ce qu'il y a une rencontre quand même qui t'a vraiment changé, enfin une rencontre vraiment qui t'a rendu heureux de voir cette personne? Ah, Après, ça peut une être tous, hein, rencontre. tu peux dire tous. C'est pas une Ouais, question piège. franchement, oui. Après, une rencontre en particulier. Après, ça a été aussi la rencontre avec tous les autres candidats, hein, parce que au final, on était dans le même panier, hein. Mm. On était dans cette même situation de pas savoir où on allait, de pas savoir ce qui nous attendait, de... Et je peux te dire que sur les premières épreuves de qualification, tu t'es pas dans l'optique, comment dire, totalement en mode compétition de Ouais. ah c'est mes entre guillemets hein, c'est mes ennemis, je dois les battre. Il y avait énormément surtout de comment dire de soutien respectif entre tout le monde quoi. Il y avait l'air d'y avoir de la camaraderie, c'est vrai quand on voit les images. Ouais mais carrément Mm. carrément comment dire on se soutenait tous avant nos passages. On se comment dire on se faisait tous un peu des débriefs, hein. Dans l'épisode 1, on les voit un petit peu, les Ouais, débriefs bien sûr. après les passages, etc. Et voilà, et c'était aussi l'occasion aussi de partager un petit peu la passion de ce sport hein, qu'on pouvait partager à ce moment-là. Donc voilà, ça a été aussi ouais, rencontrer tout le monde. Il y a peut-être pas forcément une rencontre en particulier comment dire? Qui m'a apporté plus que toutes les autres, ça a été vraiment tout, ça a été de il y a toutes les étapes, hein, Mm. il y a une autre étape où on se rend au centre d'entraînement du PSG à l'époque, hein, qui était le camp des loges. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est à Poissy, mais à l'époque, c'était encore, au camp des loges et je sais pas, là-bas, il y a aussi les découvertes de ces endroits assez incroyables qui te choquent un peu, quoi, c'est des choses que t'as vues qu'à la télé, quoi et de les voir en vrai et d'y être, te fait aussi, réaliser des choses, quoi et c'est assez fou. Moi, il y a peut-être aussi le fait, je vais finir sur ça, il y a peut-être aussi le fait de rencontrer aussi, d'anciens joueurs. Hem, Moi, j'avais pas eu l'occasion dans ma vie de voir des joueurs ou d'anciens joueurs de près et là, de côtoyer des Christophe Jallet, des Alain Laroche, heu, des, Jessica Houara, Mm. c'était impressionnant parce qu'en en fin de compte,
c'est bête, c'est logique, mais tu découvres que en fait, c'est des personnes comme tout le monde, heu, qu'elles sont, aussi passionnées, qu'elles sont là aussi pour t'aider, pour t'apporter du soutien et de voir tout ça, c'était aussi très réconfortant et en même temps, des surprises à chaque fois, c'est incroyable. Pour un grand passionné de sport comme toi, justement, c'était pas dur de bosser en essayant de faire abstraction au plus possible de cette admiration des lieux, des personnes. Est-ce que justement ce côté admiration pouvait être un handicap ou est-ce que tu as réussi à vite te mettre de côté là-dessus? Bah, écoute, j'ai essayé moi, de très vite me dire, «OK, prends un petit temps pour, l'admiration, pour profiter du cadre, pour profiter de ces gens que tu vas rencontrer, pour profiter de tout ça. Mais ensuite, ne entre guillemets, «ne rêvasse pas trop» et plonge directement aussi dans ce travail à chaque fois de préparation, de, de recherche, ce travail journalistique, hein, Mm. finalement qu'on a fait, très vite, hein, dans Micro et donc voilà, j'ai essayé de me faire, perturber le moins possible. Après, comme c'était vraiment tout le début, il y a tout qui est une découverte. Moi, j'avais avant Micro et surtout avant la finale, je n'avais jamais de ma vie commenté un match de foot. Mm. Heu, j'ai tout le temps vécu ce sport dans un stade ou à la télévision, mais je n'avais jamais de ma vie commenté un match de foot et même commenté tout court Ah, un événement t'as été sportif, cueilli à chaud en fait. ouais et donc tu découvres tout en plus de tout ce cadre-là. Donc c'était surtout moi vraiment, comment dire? Concentrer mon esprit sur une chose. Après moi, tout ce que j'ai dit aussi, pendant toute la compétition, c'est, je veux profiter quoi. Je veux profiter de voir tous les endroits de cette compétition, tous les Mm. gens qu'on a pu rencontrer de cette compétition. Je veux vraiment, garder tout ça en mémoire. Donc Un à perdre, il y tout à avait il y gagner avait au il y avait final. les 2. Ouais, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Il faut y aller à fond, il faut voilà, il faut tout donner et puis, ça passe ou ça casse, mais on n'a pas de regret au bout. On a Yann Grosboy dans le chat qui nous dit: Est-ce que Jules Deremblé, pardon, est aussi rassurant et bienveillant? Ah, Jules de Ramble. De Rome, pardon. Jules de Ramble qui est, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est présentateur, notamment sur le MotoGP, hein, chez Canal+, au sport mécanique de Canal. Jules de Ramble est super bienveillant, pareil, qui m'a très bien accueilli puisque moi après au micro, je suis arrivé à Canal, en alternance d'abord au sport mécanique. Aujourd'hui, je suis journaliste pigiste au sport mécanique notamment et Jules de Ramble fait partie de cette équipe qui, m'ont, exceptionnellement bien accueilli. Faut savoir que Jules de Ramble aime beaucoup les blagues. Ça se voit d'ailleurs à l'antenne, hein, plein de fois. Il est sacrément, marrant, mais voilà, il a énormément de bienveillance et pas que lui, hein, il y a tous les présentateurs, les Pauline Sanzé, les Margot Lafitte, les Laurent Dupin, les Julien Febvre aussi, hein, que j'ai pu croiser à quelques reprises à la rédaction, et il y a tout le monde aussi qu'on ne voit pas forcément, les Tom Guida, les Sofiane Rezghi qui, sont à l'édition de toutes ces émissions-là. Et tout le monde m'a extrêmement bien accueilli, et a été super bienveillant. Moi, j'ai vécu une première année, exceptionnelle, vraiment, à Canal. Donc, ouais, Jules de Ramble est super bienveillant, très blagueur, très chambreur, mais super, super bienveillant et très accueillant, ouais. Comme tu l'as très justement dit, ça fait maintenant un an que tu es chez Canal. Tu as Ouais. fait un peu de foot. Tu as fait surtout beaucoup de F2 et de F3 désormais. Oui. Euh, quel sport tu aimerais ou continuer ou découvrir à commenter par la suite? Est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimerais commenter ou est-ce que le foot et les sports automobiles, ça te convient parfaitement? Alors, ça me convient très bien le foot et les sports mécaniques, mais, moi, j'ai toujours été un consommateur et un fanatique d'énormément de sports. Mm. Commenter du rugby, j'aimerais beaucoup, commenter, je sais pas, par exemple, du cyclisme ou du tennis, j'aimerais aussi beaucoup.
Moi, j'ai toujours aimé vraiment tous les sports parce que je au-delà enfin, il y a le fait d'avoir des sports différents, collectifs, individuels, de par aussi leur format et cetera qui peuvent des fois, par exemple, ce qu'on va aimer le foot, évidemment, c'est des sports totalement différents par rapport par exemple, la Formule 1. Hem, mais moi, j'ai toujours absolument aimé énormément de sport parce que ça a toujours été les émotions, le 1er vecteur, moi, de mon attachement à un sport, à des sportifs, à des équipes. Donc c'est pour ça et ouais, non, moi je serais jamais fermé à découvrir, le commentaire de d'autres sports supplémentaires. Après là, je suis enfin, je réalise aussi la chance que j'ai de pouvoir faire du foot et des sports mécaniques. Mmh. En mécanique, moi depuis que j'allais dire depuis que je suis petit, mais une anecdote, mais comment dire? Quand, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, elle me racontait qu'elle regardait les grands prix de Formule 1 et une fois après ma naissance, elle a totalement arrêté de regarder les grands prix de Formule 1 et après ça, bah, j'ai pris totalement le virus, quoi et j'ai raté très peu de grands prix de Formule 1, pendant ces 25 dernières années, quoi et c'est assez, j'aime énormément ça. Tout comme le foot, j'aime énormément ça donc je suis super chanceux, mais ouais, toujours curieux d'en découvrir toujours, un petit peu plus. Bah, on parle de Arnaud en tant en tant que commentateur, mais toi, en tant qu'individu, est-ce que tu as déjà Ouais. pratiqué des sports? Est-ce qu'il y a des sports que tu aimes faire de temps en temps entre copains? Alors j'ai déjà pratiqué des sports. Alors j'ai fait du foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis de table, heu, j'ai fait, j'ai plein de choses comme ça. Alors quand j'étais beaucoup plus petit, j'ai fait un petit peu de gymnastique, mais un peu comme, comme beaucoup de petits enfants, en tout cas à cette époque-là, dans leurs jeunes années. Non, voilà, j'ai fait pas mal de sport, aujourd'hui, j'en fais un peu moins, je vais pas te mentir. Bah, moi le temps J'en fais un peu surtout. moins. Ouais, un petit peu, mais il y a peut-être 2 ou 3 ans, je m'étais quand même mis un petit peu à essayer de faire, alors du karting de location, mais un petit peu en compétition pour un petit peu, ressentir cette adrénaline justement de la compète. Alors c'est à un niveau, qui est pas énorme, hein, Mm. puisque le karting de location, c'est les kartings qu'on peut prendre dès qu'on sort entre amis comme ça. Mais voilà, j'avais voulu me tester sur un petit peu de l'endurance en karting de location, sur des compétitions un petit peu plus individuelles comme contre monsieur, madame, tout le monde, hein, on n'est pas des professionnels, c'est vraiment entre amateurs, comme ça pour prendre du plaisir entre passionnés. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ça. J'ai accompagné ma mère quand j'étais plus jeune sur pas mal de matchs de volley, puisque ma mère était une très très grande joueuse de volley, et notamment pour l'équipe nationale malgache. C'est Donc vraiment un voilà, truc j'ai de famille, découvert quoi. aussi. Ouais, carrément. Mais quand je te dis, moi, le virus, alors je t'ai parlé du virus de la Formule 1, mais le virus du sport en général, Ouais. et comment dire, et de cette mentalité vraiment de sportif, d'aimer tout ce qui tourne autour du sport, bah, ça vient de ma mère qui était volleyeuse toute sa jeunesse et jusqu'à quasiment ses 40 ans, qui a Mm. continué de jouer énormément. Donc ouais, voilà, tout ça, ça fait aussi, celui que je suis en dehors du commentaire et du sport. On a Yann Grosboy qui demande si tu as déjà essayé le padel. Bah, alors écoute, j'ai envie de fortement essayer. Il y a énormément de gens qui pratiquent le padel à Canal, et j'ai envie de m'y frotter, oui. Parce que alors ce que j'ai pas dit, j'avais oublié d'ailleurs, j'ai fait aussi un peu de tennis quand j'étais plus jeune. J'étais pas si mauvais que ça, donc je pense, après, c'est toujours des hypothèses comme ça, hein. On s'imagine toujours des grands sportifs et puis il y a la réalité du terrain. Mais je pense que je pourrais être pas si mal que ça. J'ai des bons revers et des bons coups droits slicés, donc ça peut être pas mal.
Mais d'ailleurs, si je sais pas si Jules Dorand va voir cette vidéo ou d'autres au sport mécanique, mais j'attends avec impatience des invitations hein, pour aller jouer au paddle. Ça te tenterait pas un jour de commenter Roland Garros ou un autre Ah sport? bah si, carrément, carrément, Roland Garros, carrément. ça peut être un rêve en vrai. Ah, c'est super. Enfin, je sais pas si en France on se rend constamment compte de tous les événements sportifs que qu'on peut avoir sur notre territoire avec Roland Garros. On a les 24 heures du Mans aussi. On parlait de sport Mm. mécanique. C'est des événements mondiaux absolument incroyables et on les a ici. Donc ouais, carrément. Un Roland Garros. Il y a le Master de Bercy qui s'est fini il y a pas longtemps là, le Master 1000 de Bercy. Ça aussi, pareil. Hein, c'est un événement assez incroyable. Donc ouais, non, carrément. Tout à l'heure, tu disais que tu étais très fan de foot depuis tout petit. Je m'étais préparé une petite colle à te poser parce que Ok. j'ai envie d'en savoir plus sur toi et voilà. Tu sais, il y a eu plein de grandes équipes, notamment dans ces 30 dernières années que tu as connues et que j'ai un peu connues. Ouais. Laquelle, selon toi, sur toutes ces années, est celle que tu as le plus admirée ou en tout cas qui est pour toi la plus forte? Parce qu'il y en a eu plein, hein. On peut parler du PSG 2025, mais il y a eu Real 2017, le Bayern 2020, il y a eu le Ouais. Barça 2011-2015. Enfin, il y a eu Ouais. des équipes vraiment extraordinaires, même City 2023, très très bon. Mhm. Est-ce qu'il y a une équipe comme ça qui sort du lot selon toi? Ah, il y aura peut-être un petit peu de subjectivité parce que Bien sûr, de toute à façon, c'est l'époque, pour te connaître. ouais, à l'époque j'étais vraiment du coup totalement supporter. Et mais comment dire, moi l'équipe de France 2006 Hmm. pour la Coupe du Monde 2006, la dernière Coupe du Monde de Zidane, bon qui se finit comme on connaît avec le coup de boule, Materazzi, tout ça. Mais la Euh, Panenka aussi. la Panenka aussi en finale, incroyable. Mais ouais, moi cette équipe, elle m'a énormément marqué parce que 2006, moi je dois avoir 11 ans. C'est peut-être vraiment la première coupe du monde où je suis un peu conscient de ce que je regarde, de ce que je vis. Parce que alors je suis né en 95 et bon à 95 il y avait eu bien sûr 98 mais bon j'avais 3 ans donc bon c'est pas j'étais pas dans les rues, de Paris en train de crier. 2002, grosse déception pareil mais bon j'étais pas encore, aussi pleinement conscient et 2006 vraiment c'est la première coupe du monde où je me dis: «Waouh!» Il y a tous les meilleurs joueurs de tous les pays. Il y a encore un Brésil incroyable avec Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu. Ah bon, on les citait comme Euh, invincibles, hein, ce Brésil-là, hein. ouais, ouais. Et puis il y a une Espagne aussi avec des joueurs à l'époque qui étaient très jeunes, dont on attendait énormément. David Villa, Fernando Torres, Mm. etc. Et Les débuts il y a cette d'Iniesta équipe de aussi. France. Ouais, ouais, exactement. Et il y a cette équipe de France que, que tout le monde sous-estime avant la compétition. Alors, à tort ou à raison, parce il y avait aussi des très mauvais résultats auparavant, en Mm. 2002, 2004, ça avait été compliqué. Et Zidane qui était revenu de sa retraite hein, en 2006. Et tout le monde sous-estime cette équipe et se dit on va sortir au premier tour, c'est sûr. Et dans cette équipe, il y a quand même du Thierry Henry, il y a du Patrick Vieira, il y a du Zinedine Zidane, Les premiers il y a pas de encore du Ribéry. il y a les premiers pas de Franck Ribéry, ouais, exactement. Il y a du David Trezeguet, il y a du Fabien Barthez sur la pelouse dans les cages. Et, euh, et au début, c'est difficile. Et puis ensuite, elle me fait rêver, cette équipe. Ouais, elle était Elle me fait rêver merveilleuse. elle me fait rêver contre l'Espagne, le 3-1, le but de Zidane à la fin. Contre le Brésil, on n'en parle même pas. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je pense que si, pour, entre guillemets, les plus jeunes, je vais faire mon boomer parce que j'ai 30 ans maintenant, mais entre guillemets, les plus jeunes qui peut-être n'ont pas vécu cette époque euh, de la fin de carrière de Zidane, cette Coupe du Monde, elle est inimaginable, tellement elle est magnifique. Il y a la demi-finale, il y a la finale, bon, comment ça se finit, etc. Mais à jamais c'est resté marqué dans ma mémoire. Et même après, en ayant vécu
2018, hein, qui était aussi incroyable. 2006, c'est vraiment resté gravé comme une première expérience positive, en tout cas, à propos de l'équipe de France qui était super. Après, ouais, il y a d'autres équipes. Moi, le Barça 2011, c'était C'était exceptionnel, c'était hein. c'était spectaculaire. Et pourtant, j'étais pas pro Barça entre guillemets. Enfin, je suis pas un supporter du FC Barcelone, hein. Mais Bah, puis waouh, venir à bout ouais, de United, qui était à ce moment-là peut-être la meilleure équipe au monde, c'était ouais, extraordinaire. c'était fascinant. C'était fascinant. T'avais l'impression que tout était facile. Je me rappelle enfin, je joue pas mal aussi à des jeux de simulation de sport, et notamment au plus connu, hein, qui est EA maintenant, FIFA à l'époque. Et c'est bête, mais t'essayais de reproduire ce que tu voyais sur le terrain, quoi. Tout ce jeu collectif de position, de déplacement, etc. C'était super, c'était incroyable et ça marquait des buts fantastiques. Il y a vraiment pas très longtemps, je ne te mens pas, je me suis refait des highlights de justement cette période 2011, 2012, 2013, parce que c'était énorme. Et puis la rivalité Messi-Ronaldo aussi, était sans doute à son apogée à ce moment-là. Et voilà. Et puis ouais, les dernières années, c'est vrai qu'un Bayern 2020 était très impressionnant. Évidemment, le PSG 2024, 2025, sacrément aussi impressionnant. Surtout, je pense surtout en termes de jeu, le Paris Saint-Germain est surtout très impressionnant depuis qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, en fait. Je les trouve encore avec cette confiance supplémentaire, avec justement ce statut de champion d'Europe qu'ils arrivent à pleinement assumer. Ouais, le match contre Leverkusen il y a pas longtemps, le Ah, le 7-2 7-2, là, ouais. même si c'est pas Leverkusen de il y a 2 ans, hein, mais Bah, il faut y aller pour en mettre 7, hein. enfin, Le Bayern n'en a mis que 2, hein, le week-end dernier. et marquer 7-2 en Ligue des Champions, c'est jamais anodin en fait. C'est ça. Peu importe, peu importe contre qui on joue, l'état de l'adversaire, etc. Je veux dire, c'est jamais anodin de s'imposer de manière si autoritaire et surtout à l'extérieur en Ligue des Champions, quoi. Alors donc voilà, toutes ces équipes. Il y a le Brésil 2002 aussi, même si pareil, j'avais pas énormément de mémoire, mais je me rappelle de Ronaldo qui était injouable, du but de Ronaldinho sur coup franc face à l'Angleterre, le coup franc direct, avec une trajectoire qui lobe David Seaman, fantastique. De Rivaldo aussi, qui était un artiste incroyable. Mais donc voilà, pas de coup de préférence. Il y a une petite question rigolote qui vient d'Obscura dans le chat qui dit: est-ce qu'il collectionnait les stickers football Panini? Alors, j'ai eu des petites collections, mais surtout, moi, je suis pas un collectionneur fou, hein, que ce soit football, que ce soit sport mécanique, j'ai pas tant de choses que ça. Mais je me souviens que quand arrivaient les Coupes du Monde, ouais, 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 je collectionnais les vignettes Panini. Je me sortais, tu sais, comment dire, les, tu sais, il y avait une sorte comment dire, de poster. En fait, tu avais tous les groupes de la coupe du monde et tu avais chaque chemin qui menait ensuite jusqu'à la finale. Ouais. Et comme un bon fanatique supporter de l'équipe de France, à chaque fois, je mettais la France qui gagnait tous ses matchs, qui gagnait tous les tours et qui allait en finale et qui remportait la coupe. Je me rappelle d'ailleurs qu'après la Coupe du Monde 2002, j'avais retrouvé justement un de ces posters et par vengeance, puisque la France s'était fait éliminer au premier tour, par vengeance, et ben, j'avais mis la France qui avait tout gagné et qui avait battu le Brésil en finale. Et non, donc ouais, ouais, pas mal des petites collections, pas énormément, mais des petites collections en période surtout de grands tournois, ouais. Ça me fait rire que tu dises ça parce qu'en 2018, j'ai fait la même. J'ai mis la France. Alors, j'avais mis France-Argentine en finale. Bon, ça, on l'a eu en 2022. Mais j'avais mis Ouais, France-Argentine et j'espérais que la France gagnerait. On l'a eu en 2018, donc c'était très cool. Et bah, ça fait de très beaux souvenirs. Moi, je pense que tout ce qui est collection comme ça, c'est des archives désormais. Ça ah nous bah permet de se c'est souvenir de tout. génial, carrément, carrément. Avant qu'on passe à d'autres sujets,
Il y a Yann Grosboy Mhm. qui te demande quel est selon toi le meilleur pilote entre Eric Granado et Mattia Casadei, pardon. On parle de Moto-E. Bah, alors, je suis ravi qu'on parle de Moto-E parce que le Moto-E, on a vécu la dernière course de la saison là sur un canal. Bah, Alors, d'ailleurs, j'étais pas aux commentaires. d'ailleurs, pour te préciser, il a même Ouais. demandé un peu plus tôt si tu étais pas déçu de la fin de MotoE, justement. Euh, enfin, forcément, on est toujours déçu quand il y a un championnat qui s'arrête, puisque le Moto-E arrête là à la fin de cette saison. D'ailleurs, on a vécu, je le disais, la dernière course sur Canal ce week-end. Oui, oui, on est déçu parce que quand même ça a apporté du spectacle, hein. Le Moto-E, c'est des courses très courtes avec beaucoup de batailles, beaucoup de dépassements et toujours un championnat qui est extrêmement serré, hein. Là, sur la dernière course, ils étaient 7 pilotes, hein, 7 pilotes à jouer le titre et c'était assez fantastique à voir. Je sais pas si je vais en spoiler certains peut-être qui n'ont pas regardé la dernière course, mais voilà, c'est Alessandro Zaccone, hein, qui a remporté le titre. Le meilleur pilote entre Eric Granado et Mattia Casadei, je dirais Mattia Casadei quand même, hein. Il a montré un très très gros rythme, hein, cette saison. Malheureusement, alors à la fin, il l'emporte pas. Il peut peut-être un petit peu s'en vouloir parce que il a connu des chutes, je pense qu'il aurait pu éviter là, hein, sur cette saison. Mais voilà. Mais ouais, ça va manquer quand même le Moto-E. C'est toujours, hein, quand il y a une compétition qui s'arrête, c'est jamais plaisant. C'est clair. Parce que du coup, toi, tu aurais voulu continuer, toi, sur tout ce qui est moto, si ça n'avait pas arrêté comme ça? Sur le Moto-E, bah, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir que j'aurais aimé continuer de commenter ces courses. Il y a 2 courses par week-end, comme je l'ai dit, c'est des courses très rapides, donc sur lesquelles vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et aux commentaires, c'est beaucoup de plaisir, hein. C'est très intense. Il faut bien boire sa bouteille d'eau de prendre l'antenne, mais c'est super. Non, c'est génial. Et que penses-tu, c'est une question de Yann Grosboy, de la saison des Français en F2 et F3? Euh, Saison, alors le français en F2, F3, Victor Martins en Formule 2 avec Sami Meguetounif en Formule 2 cette saison. Malheureusement, Sami Meguetounif qui va pas finir la saison, hein, en Formule 2. Victor Martins, lui, va la terminer. En Formule 3, on avait Alessandro Giusti et Théophile Nael. Du coup, enfin, d'abord, pour parler peut-être de Formule 2, saison quand même dans l'ensemble compliquée pour Victor Martins et Sami Meguetounif. Victor Martins, il avait sans doute l'objectif de remporter le titre, hein, sur cette saison 2025. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, pas mal de soucis, pas mal de soucis notamment dans les premiers tours de course, hein, pour Victor Martins qui a jamais trop su trouver les solutions en course surtout, hein. Très rapide en qualification Victor Martins, mais en course c'était beaucoup plus compliqué. Sami Beguetounif, il avait beaucoup de soucis par rapport à l'adaptation peut-être aussi, hein, avec ses monoplaces de Formule 2. C'est une première saison, hein, pour Samuel Guitounif aussi en Formule 2, donc forcément aussi ça rentre en compte. Ça n'a pas été facile, mais bon, c'est aussi la loi, hein, de ces championnats d'accession à la Formule 1, hein. Si je peux faire un petit contexte, la Formule 1, c'est le top, évidemment, entre guillemets, du sport automobile, hein. On appelle ça la catégorie reine, et l'objectif pour énormément de pilotes. Et juste en dessous, on a la Formule 2 et ensuite la Formule 3 qui permettent d'accéder à la Formule 1. Donc il y a énormément de concurrence, il y a énormément de niveaux, faut se faire sa place. Il y a déjà des pilotes qui sont soutenus par des grandes écuries et des grandes marques de Formule 1, donc c'est jamais facile. Et voilà, il y a l'année dernière, ça s'était bien passé pour Isaac Hadjar, qui est en Formule 1 aujourd'hui avec beaucoup de succès. Cette année, c'est un petit peu moins le cas pour Samuel Guitounif et Victor Martins. Mais voilà, c'est comme ça. Et en Formule 3, écoute, ça a été, comment dire, il y a eu des très bonnes performances, et notamment des podiums pour Alessandro Giusti et Théophile Nael. Et dans toutes conditions, hein, on a vu Théophile Nael faire des podiums
sur la pluie, je me rappelle en Australie, faire des podiums sur le sec aussi, en Espagne notamment et aussi à Silverstone de nouveau sur la pluie. Donc voilà, à voir les 2 Français, Alessandro Giusti et Théo Fenel, qui reviendront, hein, l'année prochaine, en Formule 3, et on suivra ça bien sûr sur les antennes de Canal. Donc voilà, dans l'ensemble, une bonne saison d'apprentissage pour les 2 Français en Formule 3 et malheureusement, ouais, un petit peu déçu quand même pour Victor Martins et Sami Miguel en F2. En tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder Canal+, évidemment. Il y a une Toujours. Breboy qui dit une anecdote avec Théophile Naël avec qui tu as commenté. Une anecdote, ah si, si, bon, il y a une petite anecdote, ça fait toujours plaisir et puis moi, c'était aussi la 1re fois que je vivais ça. Théophile Nel, donc j'ai commenté, quelques courses, qu'il a réalisées, hein, sur cette saison de Formule 3 en 2025 et puis du coup, j'ai eu la chance ensuite de commenter, le Grand Prix, des Pays-Bas pour F1 Kids. F1 Kids, c'est la Formule 1 mais destinée aux plus jeunes. Hem et Théophile Naël, c'est toujours un peu bizarre, de rencontrer des pilotes, qui vont à, à plus de 280 sur des circuits, autour du monde et Théophile Naël, qui me dit quand il arrive à la rédac de Canal: «Oh, j'avais vu, ton commentaire sur un de mes dépassements, c'était génial, j'avais énormément apprécié». Et et c'est là qu'on est pas mal content quand même. On est pas mal content quand, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vous font des retours positifs par rapport à quelque chose que vous avez essayé de décrire et de faire vivre du mieux possible. Donc non, ça c'était ouais, ça c'était assez cool de voir ça avec lui. En tout cas, ce qui est chouette, en tout cas, quand on t'écoute, c'est vraiment de voir déjà d'une part ce sourire. Ça se voit que tu fais les choses avec passion et que vraiment tu vis cette aventure et c'est ça qui est trop chouette. Bah d'ailleurs, ça me donne envie de rebondir parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup au micro, voilà, des sports que tu as. Mais moi, ce que j'aimerais aussi évoquer avec la communauté, c'est un peu tes débuts, ce que tu as vécu aussi avant d'être sous ces projecteurs. Ouais, Euh, Tu en as d'ailleurs parlé au micro. Tu as bossé pendant un bon moment à la mission locale, notamment, ouais, où tu gérais une radio pour les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler ouais. un petit peu de cette étape aussi de ta vie? Ouais, bah, bien sûr, avec plaisir. Cette étape, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la plus importante sans doute de ma vie, professionnelle et même personnelle. C'est sans doute ce qui m'a permis, de me sentir légitime et de passer ensuite, et d'essayer ensuite de passer à un niveau supplémentaire. Et surtout je sais que le comment dire? Les missions locales, elles ont une image, un peu, comment dire? Très faussée, Très par dévalorisé. Mm. rapport à ouais, c'est ça, par rapport à tout ce qu'on peut s'imaginer, de la jeunesse surtout. Parce que la mission locale, ça concerne surtout les jeunes, hein, de 16 à 25 ans et on s'imagine tout un tas de choses à propos des missions locales, du public qui est concerné et cetera. Moi, c'est un endroit d'abord où je suis allé parce que moi, je vais te le dire, hein, j'ai arrêté, l'école à mes 16 ans, parce que tout simplement, moi, je trouvais plus mon compte. Mm. Je trouvais plus mon compte, dans le milieu scolaire à ce moment-là. J'étais parti, dans des études, moi, de cuisine, donc tu vois que ça a absolument Ah rien à oui, voir avec ce que au je fais virage. aujourd'hui. Ouais, j'étais parti dans des études de cuisine et à un moment donné, je me suis dit, je suis pas fait pour ça, quoi. Je suis pas fait pour ça, et d'ailleurs, énormément de respect à tous ceux qui font ces métiers parce que c'est des métiers qui sont très difficiles. Mais moi, je m'étais dit très vite, je suis pas fait pour ça et donc derrière, il a fallu trouver, des solutions et surtout trouver, un objectif, quoi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est pour ça que je me suis tourné vers la mission locale.
que j'ai fait pas mal de comment dire? De, d'ateliers pour essayer de trouver, bah, voilà, des centres d'intérêt un petit peu à gauche, à droite. Qu'est-ce qui peut me motiver à me projeter? Mmh. Hem, quelle branche, quel secteur et cetera. Et puis, je j'avais testé un petit peu la radio quelques années auparavant pendant un stage au sein d'une radio, associative, et ça m'avait pas mal plu. Mais à l'époque, à aucun moment je me suis dit: «Bah, tu vas faire ça, tu vas parler dans un micro ou alors, tu vas même, visiblement, essayer de faire de la télé ou du commentaire sportif, Mmh. par la suite, quoi». Donc j'avais très vite oublié l'idée. Et puis là, sur cette mission locale, bah, il y avait une radio, une web radio, et j'ai refait un tour. On a fait pareil, un petit atelier de découverte, et je me sentais bien, quoi. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise, et donc voilà, j'ai commencé à y retourner de temps en temps et cetera, à de nouveau refaire un stage, puis ensuite à me retrouver en service civique au sein de cette radio, faire des plusieurs déplacements. C'est là que je t'ai rencontré, Zelda, sur un de nos déplacements, notamment, À Paris. à Paris, ouais, avec, je me rappelle qu'on était à la Radio France à l'époque, Ouais, avec tous ces ateliers qui nous permettaient d'apprendre un petit peu à maîtriser, tous les codes de la radio, et et c'était top, quoi. C'était top, j'adorais bouger, j'adorais, permettre aussi à d'autres, hein, d'accéder aussi à la radio et cetera. Et puis je suis monté un petit peu en compétences de service civique. Je suis passé, moi, en contrat, CDI à la mission locale. Et pour justement permettre à d'autres jeunes aussi, qui étaient peut-être, dans ma situation, bah, de passer par la mission locale, d'y voir pas juste, un endroit où comment dire? Où on fait un bilan ou alors on signe juste un papier et ensuite on repart, pour donner pas trop de nouvelles, mais un endroit aussi, où on peut s'exprimer via la radio, où on peut, comment dire? Avoir des avis, donner ses opinions, faire entendre sa voix. C'était ça aussi le grand message, derrière, cette web radio en mission locale, et c'était absolument incroyable. Et puis, c'est aussi un endroit, moi, qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de réaliser aussi entre guillemets «de grandes choses». Parce que cette mission locale, via la web radio, elle nous a aussi permis, eh ben, d'aller sur des événements incroyables. On a parlé de Radio France, on a parlé d'événements où on retrouvait énormément de personnes. Je me rappelle que, par exemple, il y avait les rencontres nationales des missions locales, qui était un rendez-vous, mais exceptionnel. Il y avait énormément de monde et on avait la responsabilité d'animer des plateaux sur ces endroits-là. c'est ça. Nous, jeunes, entre 25 et 16 ans, et c'était déjà impressionnant de pouvoir avoir la parole sur des endroits comme ça, quoi. Et il y a eu ça. J'ai eu la chance avec un jeune aussi de me rendre au Festival de Cannes, Mmh. pour aller défendre un court métrage enfin qu'il avait réalisé. Et pareil, quoi, je me disais déjà à ce moment-là, de la mission locale au Festival de Cannes, waouh! Et ça m'a permis de reconstruire de la confiance en soi, parce que je vais pas te mentir, après mes études de cuisine, j'étais quand même un peu beaucoup, démoralisé, quoi. Mmh. Je me disais, j'ai passé là, peut-être, allez, 2-3 ans dans la cuisine. Au final, bah, je vais m'arrêter là. Repartir sur un truc alors que j'ai pas forcément, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être compliqué, quoi. Et puis de retrouver tout ça, retrouver des projets, retrouver, de l'entraide aussi avec d'autres jeunes, ça m'a permis, bah, de retrouver de la confiance, de retrouver de la légitimité et de me dire, «Bah, OK, bah, peut-être qu'on va aller voir, ce qui se passe au niveau au-dessus, quoi». Bien sûr. Passer au niveau supplémentaire, et après c'est là qu'on a fait d'autres choses, mais la mission locale, ouais, ça a été extrêmement important, moi, dans mon parcours, ouais. Bah, d'ailleurs, j'en profite, je fais une légère aparté parce que peut-être que toutes et tous, vous ne connaissez pas ce qu'est la mission locale. Ouais, C'est une association à but non lucratif qui exerce dans toute la France. Vous pouvez en trouver vraiment dans quasiment toutes les villes, en tout cas toutes les grandes villes de Sûre, et puis pour les plus petites villes, ça dépend de vos régions. Mais il y a plus de 400 missions locales en France, donc vous pouvez y accéder très facilement. Comme l'a dit Arnaud, c'est pour les 16 à 25 ans.
pour toutes vos démarches où vous avez besoin d'aide, par exemple la recherche d'emploi, de formation, ou même si vous avez des questions par rapport au logement, par rapport aux finances, à la santé, etc., n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez, je pense, taper mission locale près de chez moi et vous trouverez peut-être une mission locale près de chez vous qui pourra vous aider. En tout cas, si vous avez la tranche 16-25 ans, sachez que là-bas, il y a des conseillers d'orientation qui pourront vous aider et, bah, comme l'a cité Arnaud, peut-être vous aider à trouver une voie. Donc voilà, c'était le petit placement. Je ne travaille plus à mission locale, donc c'est pas une pub, mais voilà, Moi non je plus. trouve ça important. Je trouve ça important parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment s'en sortir parfois. Puis France Travail, ça aide pas toujours les jeunes, c'est plus pour les gens qui ont déjà un début de carrière, donc c'est un peu compliqué. Sachez que si vous êtes jeune, que vous avez des difficultés, la mission locale peut vous aider et franchement, bah, vous l'avez entendu avec le témoignage d'Arnaud, mais c'est déjà un grand tremplin pour chacun. Et, Vraiment. et pour rebondir du coup là-dessus par rapport à toi Arnaud, comme tu l'as dit, tu as commencé cette carrière un peu à, j'ai pas envie de dire zéro parce que ce serait très péjoratif, mais tu es arrivé à un point où tu as commencé par un semi-échec, où tu t'es dit, bah, mes études ça va pas, j'arrête, je tente totalement autre chose. Et cette petite passion, cette petite étincelle qui est apparue à Mission Locale a fait qu'aujourd'hui tu es à Canal+. Est-ce que tu as un mot ou quelque chose à dire pour les gens qui nous écoutent par rapport à justement cette carrière un peu ambivalente qui est passée d'un échec à une évolution extraordinaire? Euh, un mot, je sais pas, mais enfin, même, enfin, quand je regarde un petit peu en arrière, moi sur mon parcours, enfin, c'est pareil. Il y a plein de fois où je me dis, ouais, ça n'a pas été facile, quoi. Ça n'a pas été facile il y a plein de moments où j'ai failli, enfin, abandonner juste l'idée de faire quelque chose que j'aime, quoi. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est très rare pour énormément de gens de faire ce qu'ils aiment en tant que travail, et de gagner sa vie en faisant ce qu'ils aiment. Voilà, je réalise aussi, moi, la chance que j'ai aujourd'hui, mais je n'oublie pas aussi tous les temps difficiles auparavant. Et le message, moi, ce que j'aime bien dire à chaque fois, et c'est pas en essayant d'être le moins bateau possible, hein, de faire le moins message entre guillemets de motivation personnelle, etc. Mais c'est que s'il y a un objectif, s'il y a quelque chose qui peut-être paraît inatteignable, et que et je peux en témoigner, c'est qu'il y a vraiment toujours un chemin, quoi. Il y a toujours un moyen de l'atteindre. Ça prend du temps, il y a du travail, il y a parfois des énormes déceptions. euh, Et il y a énormément de remises en question. Plein de fois, on peut se dire, bah ok, bah c'est terminé. Mais, mais au final, si on continue de travailler, d'essayer d'y mettre les ingrédients, moi, je crois vraiment au fait qu'un jour, on sera récompensé, quoi. Et, et voilà, au moment où je quitte la mission locale, moi, il n'y a aucun moment où je me disais, dans 2 ans, je suis à Canal+. Bah oui. Et, et c'est arrivé. Alors, il y a des concours de circonstances aussi qui font qu'il y a des opportunités qui se montrent. Et ensuite, on essaye d'en profiter le plus possible. Euh, mais, euh, mais voilà, moi aussi, je sais que les choses assez difficiles que j'ai pu vivre, ça m'a aussi préparé, quoi. Ça m'a aussi préparé à me dire, bah, t'es arrivé là maintenant, il y a plus grand-chose à perdre, il y a une opportunité, saisis-la, quoi. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah, on reviendra la prochaine fois, et puis voilà. Mais ouais, c'est surtout ça, c'est surtout de même s'il y a énormément de déceptions, c'est de continuer d'y travailler fortement, de même quand les espoirs sont très minces, quoi. Je enfin, je vais pas te mentir, hein, il y a des tas de moments où, où comment dire? Où vraiment, je me suis dit,
bon, on va travailler dans quelque chose de plus classique. Quitte à pas forcément aimer ce qu'on fait, bah, à un moment donné, tu es obligé aussi de 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 gagner ta vie, quoi, Ah oui, et totalement. de Mmh. payer les factures, et à ce moment-là, j'étais déçu parce que je me disais, j'ai pas atteint ce que je voulais, ce que je me fixais comme objectif, et cetera. Mais bon, j'y revenais à chaque fois, de temps en temps, en me disant: «Et si? Et si? Et si?» Et puis bon, il y a ça l'a fait aussi avec un peu de chance, mais Mmh. voilà, la chance aussi, je pense que ça se provoque pas mal, que Bah, quand vous êtes 1000 en fait, il y participants et qu'il y en a a 10 de prix, c'est plus de la chance, c'est que tu as été vraiment un des meilleurs. Surtout quand tu arrives deuxième au final. Deuxième sur 1000, ouais, c'est même plus un destin forcé, là. ouais, mais bon, il y a pas de comment dire? Il y a rien qui est écrit, quoi. Il y a au début, quand on arrive, je suis extrêmement stressé quand on reparle de micro, hein. Je suis extrêmement stressé, Mmh. donc ensuite, me dire, que je vais faire ce parcours, j'en avais aucune idée, mais bon, Bah, voilà, c'est comme ça. tu disais justement que c'est un peu à la mission locale que tu as eu cet engouement pour la radio. C'est quoi ce truc qui a allumé l'étincelle en toi? Quel moment ou quel souvenir t'a donné cette envie de continuer et de maintenir ce projet? Bah, en fait, c'était comment dire? Déjà d'avoir un espace où, entre guillemets, je pouvais déjà parler de choses que j'aime, quoi. Mm, Parler de musique, parler de sport évidemment, parler de de plein de choses que je pouvais apprécier, et et de faire aussi tout ce travail à côté de montage, de recherche, pour le mettre, le plus possible, en valeur, et en lumière, et puis je sais pas, l'étincelle, ça a été tous ces moments, même vécus, au sein d'émissions locales, hein, ces moments de direct. Ces moments où déjà à l'époque avec, ces radios, sur des petits événements, et bah, il y a un moment donné où on passe en direct. Alors c'est des moments où il y a beaucoup moins de spectateurs que par exemple sur Canal, hein, mais et où tu as quand même la boule au ventre, quoi. Quand même la boule au ventre de pas vouloir te rater, de pas vouloir, raconter n'importe quoi, et il y a toujours ensuite ce sentiment de satisfaction quand ça se termine, quoi. mm. Moi, en tout cas, c'est toujours quelque chose que j'ai eu à cette époque-là, comment dire? Hem, quand arrive la fin, quand on a évoqué tous les sujets, c'est souffler, se dire, «Waouh, on l'a fait, C'est ça. on l'a fait, on l'a fait», et c'était pas facile, et on a en mission locale, on a des moyens, mais qui sont limités, Mm. et et c'est aussi, voilà, avec tout ça, donc ouais, c'était ça l'étincelle, de se dire, enfin, c'était surtout ces émotions, quoi, ces émotions vécues de parler direct, et avec tout ça. Mm. En tout cas, si je peux, j'ai envie de rebondir d'une manière un peu différente, mais j'ai aussi envie de rendre un hommage à Arnaud parce que, en tout cas pour ma part, c'est que j'ai toujours été passionné par la vidéo, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand je suis allé à Radio France et que j'ai rencontré Arnaud que j'ai commencé à prendre ce plaisir de l'interview, justement de l'échange. C'est vrai que c'est difficile de se préparer à faire des échanges avec des gens, que ce soit des inconnus ou des célébrités ou des personnes même que tu pourrais connaître. Mais c'est vrai que l'interview, c'est un travail qui est très très difficile. Et tout de suite, Ouais, quand je t'ai rencontré, tu m'as mis dans le bain. Tu m'as dit, allez, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Même si tu poses une question bête, dans tous les cas, ce sera rigolo, ça se passera bien. Et c'est vrai que si aujourd'hui je t'interview, c'est aussi en partie grâce à notre rencontre. Et c'est un peu un hommage que je fais, c'est que pendant, je crois que tu es resté 6 ans de mémoire à la mission locale, ou un peu plus. ouais, ouais, en tout cas, en tant que, entre guillemets, «professionnel», ouais, je pense que ça a duré, ouais, 6 ans, ouais. 6 ans, ouais, c'est ça. Bah, pendant 6 ans, tu as rencontré des dizaines, vingtaines, trentaines de personnes que tu as réussi à peut-être motiver également. Et en ça, déjà, voilà, c'est un premier hommage.
Et de te voir maintenant dans ton évolution, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit vachement motiver et inspirer, je l'espère, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais je crois que je t'entends plus. Tu m'entends plus? Ah, c'est bon, c'est tout bon. Ah. Non, non, je disais que c'était ouais, non, c'était super gentil ce que tu me dis. Après, comment dire, enfin, à l'époque de la mission locale, il y avait aussi, il y avait ce double rôle, un petit peu ce rôle entre guillemets d'animateur, mais aussi ce rôle un petit peu, tu sais, d'accompagnateur Hmm. qui, Un peu un mentor au final. ouais, enfin, je sais pas, mais comment dire, d'une personne qui arrive avec ses outils de la radio, Hmm. qui les propose et et l'objectif euh, en mission locale, quand on vient proposer ces outils-là, c'est pas justement, c'est pas d'en faire des professionnels du monde des médias, hein. C'est d'abord de permettre à ces jeunes de s'exprimer, de gagner en confiance en eux, de gagner en légitimité, de se permettre de poser des questions à des personnes qui peut-être leur paraissent inaccessibles, ou auxquelles elles peuvent imaginer ne pas pouvoir parler Hmm. sans cet outil qui est la radio. Et, et voilà quoi. Après, moi, ça a été surtout un plaisir parce que moi, en fait, j'ai fait ce que d'autres personnes ont fait pour moi avant, quoi. Quand je suis arrivé à la métier locale, pareil, moi, j'ai bénéficié de l'aide de plein de gens qui m'ont présenté la radio, qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont dit, t'inquiète pas, si tu bégayes peut-être un petit peu au départ, tu peux réessayer plein de fois, etc. Tu peux t'en servir. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que tous ces outils de la radio, ils sont à disposition gratuitement, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment un champ de, enfin pas un champ, mais comment dire, un, un endroit vraiment très accessible, quoi. Et, Ah. euh, et c'était top. Et derrière, j'ai essayé de répéter la même chose, mais voilà, ouais, si ça peut bénéficier à des gens et à toi aussi, Zozo, bah écoute, je suis super content. Bah voilà, c'était le petit message que je tenais à dire parce que bah, il est purement sincère et puis je tenais à le dire aussi en public parce que en dehors de la personne qui est passée à la télé, parce que des fois on se dit les personnes derrière la télé, on les connaît pas, ils sont inaccessibles, bah tu es quelqu'un de super bienveillant dans la vraie vie et je tenais aussi à le dire devant tout le monde aussi. C'est Et, gentil, c'est et en gentil. plus de ta bienveillance que beaucoup de gens ont vu dans la saison de Au Micro, il y a eu cette annonce là que tu as annoncée il y a peu. Tu as eu du coup ton diplôme, ça y est, dans le Oui, journalisme. C'est aussi un peu la belle aventure parce que tu le disais dans le premier épisode de Micro, c'est quelque chose que tu as plus ou moins toujours voulu. C'était plus financièrement qu'il y avait des difficultés là-dessus parce que tu l'as dit, tu pensais avoir le niveau et tu te sentais capable. Ça y est, maintenant que tu as cette consécration, pardon, est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Euh, ça, très honnêtement, dans mon quotidien, hein, dans la manière avec laquelle enfin, dans la manière dont je travaille, euh, ça change pas grand-chose. C'est plus au niveau, comment dire, au niveau, Ça légitime ton travail, peut-être? ouais, c'est ça. Et puis comme je t'ai dit, moi j'ai arrêté l'école à 16 ans, hein, ce qui fait que si on calcule un peu, bah que derrière moi enfin, j'ai jamais passé le bac. Mm. Donc de fait, je ne l'ai pas. Et, donc quand même, dans la société aujourd'hui, ne pas avoir le bac, c'est jamais quelque chose de toujours très bien vu, ou de quelque chose comment dire, dont on se targue, quoi. Et donc il y avait aussi cette question-là. Il y avait aussi la question je sais que journaliste, c'est aussi un métier. Mm. Et,
et je voulais aussi apprendre ce métier via une école, via l'alternance. C'est pour ça que aussi j'ai fait cette alternance à Canal enfin, l'année dernière. Et donc voilà, je voulais aussi passer par ce chemin-là, ce chemin d'apprentissage pour vraiment tout apprendre, tout voir, tous les formats de médias, pas seulement la télévision, la presse écrite, le digital, Mmh. tous les métiers aussi, hein, les métiers un petit peu de JRI, les métiers de chef d'édition, tous ces métiers-là. Et, hem, et au final, ouais, je suis fier d'être passé par là et surtout, ouais, qu'il y avait il y avait ce truc de l'école qui m'avait un petit peu refermé ses portes parce que j'avais pas les moyens d'y accéder. Et voilà, c'était aussi une manière de boucler la boucle, de conjurer un peu ce mauvais souvenir. T'as réussi à transformer ton échec de la scolarité finalement en grande réussite, puisque pareil, le bachelor de journalisme, tout le monde ne l'a pas. C'est pas quelque chose que tout le monde a et bah déjà félicitations à toi. Ah bah merci, merci beaucoup. On l'a entendu là, ça fait maintenant 1 heure et quart qu'on est ensemble. T'as franchi toutes les marches, hein. T'as vraiment commencé, on va dire, au plus bas, t'étais démotivé, t'es monté jusqu'à Canal+, jusqu'au Bachelor. J'ai envie de te demander, c'est quoi l'étape d'ensuite? Est-ce que t'as une motivation, une ambition qui attend ou pas du tout? Euh, écoute, en fait, tout ce qui s'est passé moi ces dernières années, même si on remonte dans, dans, dans mes années d'adolescent, en fait, je me suis jamais fixé d'étape entre guillemets particulièrement à franchir. C'est juste à chaque fois j'ai essayé d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et, euh, et là, je suis un peu dans le même optique. Aujourd'hui, je fais des choses que j'aime énormément. Et l'objectif, c'est de continuer à les faire, continuer à faire aussi le plus de choses possible. euh, Continuer à toujours aussi en apprendre le plus possible de tous les gens avec qui je travaille, qui sont pour eux hein, présents depuis bien plus longtemps que moi dans ce métier. C'est continuer aussi peut-être d'aider un petit peu des gens qui auraient été, enfin, qui sont peut-être aujourd'hui à la place à laquelle j'étais il y a quelques années. Euh, et ensuite, voilà, hein, continuer de grandir, de saisir des opportunités quand elles se présentent, de, de, de faire de mon mieux, de travailler de la manière la plus précise, la plus profonde et le plus possible, tout simplement. Mais bon, il n'y a pas d'étape particulière si tu me demandes aujourd'hui. C'est voilà, juste là, pour l'instant, en tout cas, de continuer ce que je suis en train de faire parce que je prends énormément de plaisir. C'est super d'entendre, de voir que tu kiffes tout simplement. Il y a Yann Grosboy justement qui te demande comment s'est passée ton alternance au sport méca. Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, si je peux faire une petite aparté, Vas-y, Zeldo, dis-nous, je, dis-nous. je crois que je connais l'Angro Boy. Ah, c'est possible, parce que moi je l'ai jamais vu en tout cas. Et l'Angro Boy, je vais te raconter, parce que c'est très marrant. L'Angro Boy, c'est justement quelqu'un qui travaille à Canal+, Oh, et notamment incroyable! à la rédaction des sports mécaniques. Euh, qui m'a justement demandé le petit lien un peu de ce live avec toi pour y assister. Et Langro Boy, je vais révéler des secrets. Langro Boy, il s'appelle Milo. Il s'appelle Milo et il est alternant, lui, cette année, au sport mécanique. Il a pris, entre guillemets, ma place. Enfin, c'est lui qui m'a succédé en tant qu'alternant au sport mécanique. Et là, donc, toutes les questions qu'il est en train de poser, en fait, c'est pas mal de questions avec beaucoup de second degré. Mais on l'aime beaucoup, Milo. Et, Il est venu te écoute, cuisiner. bah, oui, c'est exactement. Il est venu me poser des questions pièges, hein. Si tu remontes un petit peu plus haut, que tu vois la question qui tu préfères entre Jérôme Martin et Jérôme Ramos. J'ai fait exprès de pas la lire parce que je me suis dit, bon, si c'est pour essayer de tenter un conflit ou autre, j'évite, mais
Non, mais alors Jérôme Martin qui est un rédacteur en chef, à Canal et Jérôme Ramos qui est un réalisateur qui travaille aussi à Canal+ et qui sont, 2 très bonnes personnes. Je n'ai pas de préférence. Hem, mais des très bonnes questions, Milo, et on va d'ailleurs, je vais répondre à sa question, comment ça s'est passé mon alternance au sport méca? Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure, malheureusement Milo ne nous écoute pas trop. Mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est très, très, très belle alternance, un je suis arrivé, je vais pas te mentir, je vais être très honnête, je suis arrivé, un peu sur la pointe des pieds, à Canal parce que, alors il y avait au micro et puis aussi il y avait le truc de me dire, il y a un petit peu le truc, le syndrome de l'imposteur, tu vois? Mmh. De se dire, «Waouh, je débarque, je débarque à Canal+, au sport mécanique, il y a pas mal de gens, bah, que j'ai vus et que je regarde depuis plus de 10 ans, moi, à la télé, et bon, débarquer là-bas, j'en menais pas large, quoi. J'en menais pas large, mais bon, au fur et à mesure, bah, j'ai été très bien accueilli déjà par tout le monde, et puis j'ai, au fur et à mesure, construit de la confiance, et quand les opportunités sont venues, et bah, je les ai, voilà, je les ai prises et ça s'est plutôt bien passé, donc je suis content, et puis ça a été surtout, humainement, très, 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 très bien, quoi. C'est une rédaction, moi, que j'aime énormément, la rédaction des sports méca, et puis, à la fin de mon alternance, il y a Milo qui a débarqué comme ça un jour, en stage, qui était, pareil, un tout petit peu peut-être, timide au début et puis qui aujourd'hui, pose des questions en live. Non, mais non, ça s'est super bien passé, et Milo qui est aussi quelqu'un de très, très bon, professionnellement, je tenais à le dire. Qui, aussi dans les équipes de l'ombre, hein, qui sont sur les week-ends, moto, Formule 1, donc voilà, c'est aussi des rôles très importants. Bah, gros big up à Milo dans ce cas. Il sera content. Ah bah clairement. Bah, je pense que en vue de ces questions, de toute façon, il venait te taquiner, clairement. Ouais, ouais. On sent que ça va se chamailler au plateau maintenant. Bah écoute, j'avais une. En vrai, c'est bien, on a répondu déjà à toutes les questions sauf une. Ouais. Donc je pense que après, ou on pourra finir de papoter, ou alors on pourra s'arrêter. Enfin, ce sera en fonction de toi. Avant, en tout cas, de passer à ça, j'avais une dernière question pour toi. Quel est, selon toi, le plus grand sportif de tous les temps? Toi qui es fan de tous les sports, justement, ça peut être un bon débat. Ça peut être intéressant. Ouais. Parce qu'on en a Dur, dur vu comme partout, question. hein. Dans le foot, il y a eu des légendes, il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, il y a eu Zizou. Dans le tennis, il y a eu Ouais, Nadal, Federer qui ont arrêté maintenant il y a peu. Il y a encore Djokovic qui est en activité. Dans les sports automobiles, pardon, il y a des excellents. On peut parler de Schumacher à l'époque, mais là, il y a Verstappen aussi qui détruit tout. Enfin, ouais. on pourrait citer tellement de légendes dans tous les sports. Est-ce qu'il y en aurait un, selon toi, qui sortirait vraiment du lot? Ah, mmh, il y en a Ah, c'est la il question piège, y a ça. c'est très difficile. Si je pense à Milo qui nous parle de Pastor Maldonado, merci Milo. Heu, non, mais s'il y a peut-être un athlète, tous sports confondus, je dirais quand même, Michael Jordan. Hmm. Je dirais quand même Michael Jordan parce qu'en termes de il y a l'aura aussi, l'aura qu'on dégage, Hmm. l'aura que qui accompagne, ces athlètes. Hem, En vrai, qui ne connaît pas Michael Jordan? C'est vrai, hein. C'est le plus ouais, grand joueur de c'est, basket de tous les temps. mais tu vois, moi, je suis né, vraiment à la toute fin de sa carrière, et mais j'ai quand même, pris le temps de comment dire? De,
bien regarder tout ce qu'il avait fait, les titres qu'il avait remportés, comment, euh, tout, tout ce style aussi de très propre à lui, très classe, très aérien. Mmh. euh, et on a presque l'impression dans son jeu qu'il avait tout, qu'il était parfait, que- et surtout qu'il a, comment dire, cette faculté aussi de gagner à chaque fois, tu vois, d'un Michael Jordan. Je pense que c'était absolument incroyable, tu vois. Et, je sais pas si dans le monde du sport, énormément de sportifs comme ça qui peuvent se vanter, comment dire, déjà d'avoir joué 6 finales NBA et de les avoir toutes gagnées. C'est comme si tu jouais 6 finales de Ligue des Champions et que tu les Mmh. avais toutes gagnées. C'est ça. Et, Et surtout que c'est et pas juste son équipe qui l'a gagné, c'est qu'il était la plupart du temps MVP. ouais, c'est ça, il était le meilleur joueur de son équipe, quoi. Et c'est ça ce qui était assez fou. Ouais, et son aura. Après, j'ai envie de citer quelqu'un d'autre, et moi, c'est un autre sportif aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est Roger Federer. Ah bah Roger, Et effectivement, hein. moi, Roger Federer, pareil. En fait, c'est un petit peu la même chose que par rapport à Michael Jordan, c'est-à-dire que c'est l'élégance, c'est l'impression que tout est facile. C'est c'est l'impression vraiment que jouer au tennis, quoi, c'est facile. Quand tu regardes Federer ou Jordan, tu as l'impression que faire du sport de haut niveau, c'est facile. Mais je veux dire, j'ai fait du tennis, j'ai fait un tout petit peu de basket. euh, on était très loin, hein. Mais, euh, mais enfin, voilà. Si on aurait. Encore une fois, j'ai pas répondu à ta question puisque je t'en ai donné deux, mais, Non mais c'est très mais, bien. Bah en mais vrai, ouais, ça non. aurait été Pour moi, étonnant que tu n'en aies Federer, qu'un. ouais, Federer Jordan, c'est Hmm. vraiment deux sportifs Puis quasi irréprochable dans impressionnants, leur quoi. image, dans tout. Ils Ouais, avaient ouais, c'est quasiment ça. pas un mot plus haut que l'autre. Enfin, c'était des légendes, quoi. Ouais, même si Michael Jordan, il était connu Bah, il a quand pour même pas être, sorti des bonnes punchlines. Mais ouais, et pour pas avoir été tendre avec ses coéquipiers, hein. hmm, Mais c'est aussi ce qui fait un tel sportif, c'est l'exigence du plus haut niveau, l'exigence par rapport aussi à ses coéquipiers. Lui, il était à un niveau extrêmement élevé, et, euh, et je pense qu'au moins, pas en termes de talent, mais dans l'intensité, eh ben, il réclamait ça aussi de ses coéquipiers, quoi. bah, il avait un peu la Et culture de ça, la gagne qu'on retrouve chez Cristiano, notamment. Qui est ouais, justement un ouais, peu bah comme ça, ouais. ouais, chez pas mal, hein. Chez Ronaldo, qui est un immense sportif aussi. Si on parle de sport mécanique, ouais, Michael Schumacher, moi, c'est avec ses titres que j'ai découvert la Hmm. Formule 1, hein, au début des années 2000, notamment avec Ferrari. Il semblait Euh, invincible à il a dit, l'époque. ouais, incroyable, ça aussi, gagner, je me rappelle, ouais, gagner 5 titres d'affilée, 5 titres pilotes d'affilée sur toute cette manière. Avec Ferrari, c'était absolument incroyable. Aujourd'hui, Max Verstappen, il y a le Grand Prix du Brésil là, qui a eu lieu hier, il est parti des stands, c'est-à-dire que il était même pas sur la grille de départ, donc parti derrière tout le monde. Il réussit à accrocher une troisième place, un podium. Euh, Là aussi, hein, c'est assez bluffant, quoi. Et, Surtout quand on sait comment et c'est dur voilà. de remonter au classement quand tu commences derrière, c'est... Ouais, et puis on vit en Formule 1 aujourd'hui, on vit une époque où dépasser, c'est pas très facile. Hmm. C'est pas très facile parce que c'est très serré. Donc, On l'a vu, il y a c'est. eu pas mal d'accidents, là. C'était la semaine dernière, je crois, où il y a eu des sorties de piste, euh, justement. ouais, ouais, bah, le Grand Prix, il a eu lieu hier. Hmm. Ouais, 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 pas mal d'accrochages entre Oscar Piastri, bon, pour ceux qui connaissent, hein, pour Oscar Piastri, Mio Antonelli, Charles Leclerc, malheureusement, qui a abandonné. Donc, ouais, eu pas mal d'actions. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir la fin de saison là, en Formule 1. Il reste 3 Grands Prix Hmm. et une belle lutte aussi
pour le titre de champion du monde. Il y a Yann Grobog qui pose une question un peu complémentaire. Qui est selon toi le GOAT du commentaring? Et je pense pareil dans tous les sports, je pense. T'as le droit de dire Euh, Nelson Montfort si tu veux, il y a pas de souci. qui a, ouais, j'allais dire qu'est-ce qu'il a commenté, mais il a commenté pas mal de patinage artistique quand même, Nelson Montfort. Euh, Avec son franglais très commun. écoute, non, moi, il y en a un que j'ai énormément apprécié écouter, c'est Thierry Gilardi. Oui. Thierry Gilardi, ancien commentateur Canal+, ancien commentateur sur TF1 aussi. Mm. Euh, ouais, le sens de la formule et puis aussi ce ton si particulier. C'est des, comment dire, et puis surtout sur le sens de la formule, c'est des formules très simples, Ouais. mais qui sont à chaque fois très impactantes, quoi. Bah, Je parlais de la Coupe du Monde 2006 au début de ce live, sur le but de Ribéry face à l'Espagne, le petit "Vas-y mon petit", il est génial le môme, tu vois? Mm. C'est des choses, C'était entre humain. guillemets «simples». Ouais, mais sur le moment, Mm. c'est tellement humain, c'est tellement, avec cette voix en plus, c'est enveloppant quoi. Tu c'est tellement aussi chaleureux, enfin, je sais pas, il y avait tout un mélange avec ce grand monsieur qui était Thierry Gilardi que vraiment c'était extraordinaire à écouter. Malheureusement, il nous a, quittés, Mm. trop tôt, hein, Thierry Gilardi, mais voilà, c'était ouais, sacré commentateur. Et c'est pas parce que je suis au sport mécanique que je vais dire ça, mais Julien Febvre, qui est donc le commentateur de la Formule 1, que entre guillemets, que je peux appeler mon collègue aujourd'hui, même si bon, on va rester calme hein, quand même. Mais euh, Tu peux, mais tu peux. euh, mais enfin, évidemment d'abord que j'ai connu via la télé quoi. Mm. Euh, et qui, ouais, il y a, ouais, Julien, il a toujours été incroyable quoi. Enfin, la manière de faire vivre des actions si difficilement descriptibles pour le grand public que la Formule 1, euh, et moi ça m'a toujours impressionné et surtout motivé pour essayer de faire la même chose. Pas comme Julien, parce que Julien, il y a que lui qui sait faire ce qu'il fait, mais pour essayer ouais, de le faire à ma propre sauce, quoi, entre guillemets. Mm. Et non, donc voilà. Tu parlais de Thierry Gilardi et justement sa façon Ouais. très, très humaine de commenter, d'avoir toujours ces bonnes phrases au bon moment. J'ai envie de faire un comparatif et j'attends d'avoir ton ressenti. Tu penses quoi aujourd'hui de Omar da Fonseca, qui est un peu justement dans ce style un peu, bon, un peu plus à l'espagnol puisqu'il est argentin, Mm. mais il a aussi un peu cette vibe qu'avait Thierry Gilardi, je trouve aussi. Ouais, alors je trouve Omar Da Fonseca plus, comment dire, plus exubérant, Ouais, plus, beaucoup plus. plus, plus comme ça. Mais écoute, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que fait Omar Da Fonseca. C'est quelque chose qui est propre à lui, c'est son style, c'est sa passion aussi qui parle. Comment dire, c'est deux styles totalement différents, mais je dissocie pas trop parce que dans le fond, il y a quand même, on ressent quand même dans un sens ou dans l'autre le fait qu'ils aiment profondément ce qu'ils regardent, quoi. Et qu'ils aiment profondément le faire vivre. Après, c'est de manière différente, mais moi, j'aime beaucoup les deux, quoi. Quand Omar Da Fonseca, sur une Coupe du Monde en 2014, sur le but de Robben face à l'Espagne, Ah, c'était il vient, exceptionnel. il vient nous dire que Robben vient, en fait, ils s'en souviennent pas, mais il vient faire l'amour sans préliminaire à Ramos et à Casillas. C'est exceptionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui trouveront que c'est un peu trop, mais je fais pas partie de ceux-là. Moi, je trouve que c'était en plus dans le feu de l'action.
je pense qu'il y a des moments dans le feu de l'action, alors il y a des moments où, ouais, il faut être, très factuel, Mmh, avec quand même de l'émotion, mais des fois ça fait du bien aussi de voir qu'on a affaire à des humains, quoi. À des ouais. humains qui disent, ce qu'ils pensent et parfois c'est mythique et ça l'a été comme ça avec Omar Da Fonseca. Ça me fait penser justement à la phrase, tu parlais de 2006, la phrase en finale, «Pas ça Zinedine, pas après tout ce que tu as Ouais, fait». Même ça, ça sortait tellement du fond du cœur, ça se voyait qu'il était triste, quoi. Enfin, ça, c'est des ouais, commentateurs qu'on aime entendre, qu'on aime encore entendre aujourd'hui. ouais, mais ce qui est fou, c'est que il est justement Thierry Gilardi, il était aussi très bon dans ça, c'est-à-dire que ce soit dans l'action très positive ou l'action très négative, et ben, au final, dans les 2 tu te souviens de ce qu'il a dit à ce moment-là, quoi. Mmh. Alors on se souvient évidemment parce que aussi c'est un moment très marquant de l'histoire du football français, hein, forcément. Mais le commentaire de Thierry Gilardi à ce moment-là, comment dire? Il accentue aussi la dramaturgie de ce moment, quoi. Je me souviens que cette phrase-là m'avait mis des frissons quand j'étais gosse parce que, en plus, j'idolâtrais Zizou, mais cette phrase m'avait tellement fait de peine, tellement il était bon, tellement il l'avait sorti au bon moment. C'est vrai que c'était impressionnant cette époque. Ouais, et puis au final, il a un petit peu dit, ce que tout le monde pensait, quoi. C'est ça. On était en prolongation, on arrivait au bout de la nuit, il y avait peut-être les pénaltys qui allaient arriver et là, il y a ça et ouais, forcément, pas ça, pas maintenant. Pas après tout le bonheur qu'il nous a procuré pendant toute sa carrière. Puis c'est ce qui a conclu sa carrière de joueur. Bon, l'histoire notera qu'il a eu 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. Oui, Mais, bien sûr. mais en tant que joueur, se conclure là-dessus, je pense que ça a attristé énormément de gens. Ouais, ouais, forcément. Mais bon, en même temps, cet homme-là avait tout fait, tout gagné. Bon, une sortie de route comme ça, c'était pas le plus grave, quoi. Il y aurait pu y avoir pire. Mmh. Eh ben écoute, bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions parce que je pense que ce soit pour moi ou que ce soit pour Yann Grosboy, pardon, tu, tu as répondu très justement aux questions. Bah écoute, Bah, avec plaisir. ce qu'on peut faire, c'est que si tu veux, ça fait maintenant 1 heure et demie. On peut Ouais, conclure là-dessus si tu le souhaites. comme tu veux. Si jamais tu as d'autres sujets, n'hésite pas et puis bon, si jamais tu veux conclure, il y a pas de souci. Eh ben écoute, à moins que le chat ait d'autres questions, moi c'est vrai que là j'ai ma liste sous les yeux, j'ai tout posé. Donc je suis assez ravi. Je vais pas te louper quand on se revoit, Idy. je, Ah là je là. sens que ça va être drôle à Canal. On va entendre Ouais, les mais c'est faits la divers. preuve. Non, c'est la preuve qu'il y a une très bonne ambiance. Hmm. Mais c'est ça, en plus, mais ça se sentait déjà quand on voyait les images de haut micro. Ça se voit que c'est bonne ambiance, que les gens sont pas là pour la concurrence, mais sont là juste pour kiffer leur passion, quoi. C'est des animateurs, des commentateurs, enfin, c'est des gens qui kiffent, et puis c'est trop cool. C'est trop cool de voir ça, et de voir que ça se maintient dans ce chat, c'est trop bien aussi. Non, ouais, non, franchement, c'est super. Moi, encore une fois, là où je suis, à la rédaction des Sports BK, et même quand je fais des commentaires de matchs sur le foot, et enfin, c'est top, quoi. Il y a une super ambiance, soit des présentateurs, au chef d'édition, à toutes ces personnes aussi qui sont à la fabrication de tous ces petits éléments qu'on voit à la télévision, hein, qui parfois paraissent anodins quand on est devant sa télé, mais qui demandent énormément de préparation. Bah ouais, à tout niveau, ça s'entend extrêmement bien et voilà, je suis super content d'être là où je suis. Bah, écoute, ce que je te propose, et je sais que je vais te poser une dernière question Ouais. avant de terminer. Est-ce que tu aurais un dernier mot suite à cette interview pour les gens qui nous écoutent? Ça peut être par rapport à ton parcours, ça peut être un mot pour les gens. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour terminer? Euh, Regardez Canal+. Euh,
Est-ce qu'il y a un mot avec lequel, on peut conclure? Non, c'est que c'est un peu le même que un petit peu tout à l'heure, et après c'est tout domaine confondu, hein. C'est pas seulement par rapport aux commentaires sportifs, au journalisme ou des choses comme ça, mais c'est la valeur aussi de comment dire? Du travail. Mmh, La valeur du fait de de vraiment travailler, à fond le plus possible quand on a des objectifs, quand on veut atteindre quelque chose. Cette valeur-là, je pense qu'elle est ultra importante, et moi je l'ai beaucoup sous-estimée, surtout dans mes plus jeunes années où je me disais, «Ouais, pas besoin d'en faire tant, ça va pouvoir passer avec, en essayant entre guillemets de faire le minimum requis, quoi». mmh, Mais avec les années qui passent, bah, on change d'avis quand on voit que le travail, fait, fait bien la différence, et donc voilà. Et puis comme je le disais, ouais, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin, qu'on ait pas eu le bac, qu'on ait passé, qu'on ait échoué, qu'on l'ait pas passé, et qu'on souffre peut-être d'un petit syndrome d'infériorité, par rapport au fait de ne pas avoir ce diplôme-là. Bah, il y a toujours derrière un chemin pour, comment dire? mmh. Pour, atteindre ses objectifs, et aussi non, et aussi quelque chose d'autre, c'est que moi, comment dire? Je te le disais tout à l'heure, quand j'ai quitté l'école à 16 ans, parce que je m'y retrouvais plus. Mais, justement quelques années plus tard, je me suis dit, en fait le problème c'est pas l'école. Le problème c'est que juste j'avais pas trouvé la bonne branche, quoi. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça que je suis retourné en école de journalisme derrière, quoi. Parce que mon problème c'était pas l'école, mon problème c'était, vraiment juste trouver la bonne branche, le bon secteur, la bonne, les «bonnes matières» entre guillemets. Mmh. Et même si j'étais très content qu'à l'école de journalisme, il y ait plus de maths. Mais mais non, mais voilà, il y a aussi cette valeur, ouais, du travail et cetera, mais aussi cette valeur c'est bête, hein, mais l'école, c'est ultra important pour se permettre ensuite de pouvoir, ben, librement, décider ensuite de ce qu'on va faire, hem, par la suite, quoi. Parce que, moi, en quittant l'école assez tôt, bah, j'avais pas ce pouvoir décisionnel, quoi, sur mon avenir, parce que je savais pas du tout où aller, et parce que je vais pas mentir, moi, dans les premières années, et surtout au collège, bah, pour moi, c'était plutôt, aller m'amuser avec mes potes, au collège, que plutôt essayer d'avoir la meilleure note possible, quoi. Mmh. Et après, empêche pas de s'amuser, hein, Oui, avec ses totalement. amis, Ouais. mais il y a toujours aussi l'importance derrière. Et voilà, c'est que peu importe le chemin, il peut y avoir des belles choses au bout, s'il y a du travail, si on continue d'y croire, et si au final on baisse pas les bras. Ça fait très, quand même, motivateur, Ouais, mais je trouve que ton message est très juste puisque, bah, en vrai, quand on suit ton parcours et quand on entend beaucoup de témoignages de gens, c'est un peu aussi ça qui paye, c'est de faire les choses avec passion et ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup et dans ce que tu dis, ça me choque pas du tout, au contraire. Ouais, non mais c'est ouais. Ouais, parce que, enfin, après moi c'est vraiment, les choses comment dire? Entre guillemets, que j'ai vécues, hein, les choses dont je te parle là. Moi, je vais pas te mentir non plus, j'aurais aimé avoir, une trajectoire un petit peu plus fluide, hein, Mm, un petit peu plus fluide, un petit peu plus logique, de ne pas connaître, tous ces moments un peu de un peu désespérants où tu vois pas le bout du tunnel, quoi. mm. Mais voilà, c'est
mon parcours, il est fait comme ça et j'en ai aussi appris beaucoup, mais, mais voilà, si aussi il y a l'occasion d'avoir des parcours un petit peu moins accidentés, il faut pas hésiter, hein. Heu, Moi, je suis fier de mon parcours, attention, hein, j'en suis très fier, mais, si je pouvais recommencer, et si j'avais l'occasion de faire les choses différemment, bah, il y a plein de choses que j'aurais faites, différemment. Totalement, Mais, ouais. mais voilà, mais Mmh. c'est mon histoire, hein. Et c'est une très belle histoire et je suis très content que tu nous l'aies partagée ce soir. Avec plaisir, avec, énormément de plaisir, Zelda. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va pouvoir arrêter là-dessus, puisqu'en plus il est 19h40. Euh, Yes, Bah écoute, en tout cas, je voulais te remercier personnellement parce qu'on a passé un très très bon moment. Et puis, ouais, carrément. bah, on a eu trois interviews très différentes sur cette chaîne. On a eu un acteur, on a eu un youtubeur, puis on a toi. Et bah, Mmh. je trouve que dans chacun de vos parcours ou dans chacun de vos témoignages, il y a toujours eu des choses très très bonnes à prendre ou à donner justement, que ce soit aux gens du chat ou aux gens qui verront les rediffusions. Et bah, je Ouais. suis très content d'avoir pu avoir cette interview avec toi puisque bah, tu as eu beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses positives en plus à transmettre. Et bah, je suis très content de ce moment qu'on a pu échanger tous les deux. Ah bah, très ravi, hein, très très content également. Passé vraiment un super moment aussi, ça fait très plaisir. Je suis sûr que Milo aussi dans le chat a vécu un très bon moment avec nous. Il vivra un très bon moment, je pense, demain ou après-demain quand vous verrez. On va se revoir vite, on va se revoir vite. En tout cas, je voulais encore te remercier et puis bah, encore une fois, au plaisir de revivre des choses ensemble plus tard. Ce sera avec grand plaisir. Ça marche, yes, avec plaisir Zeldo et puis voilà, ouais, bonne continuation aussi à toi et regarder le foot, regarder les sports méca sur Canal, c'est vraiment top. Et bah écoute, je te souhaite un énorme courage pour la suite, plein de belles Ça choses, marche. d'évolution peut-être, on Merci verra. beaucoup, hein. Et puis, On verra. puis on se redira. De toute façon, si un jour tu évolues, bah, je reviendrai vers toi te poser de nouvelles questions. Avec plaisir, avec plaisir. Je prendrai toujours du plaisir à répondre à tes questions et un petit peu papoter avec toi, Zelda. Et bah c'est super. Et bah écoute, je te souhaite une excellente soirée, puis à la Yes, prochaine. merci. Toi aussi, et salut à tout le chat, salut à Milo, avec lequel on se reverra. J'ai vu un très beau message aussi en Ah, et dernier. Obscura. S'il y avait eu plus de Ouais, gens comme toi, Arnaud, le milieu de l'insertion pro serait moins dur. Bah bah, c'est superbe. je sais pas si je sais pas si ce serait moins dur, mais en tout cas, c'est très gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup à Obscura. Et voilà, et passez tous une très bonne soirée. Et bah je te remercie beaucoup. Bonne soirée à toi, Yes, salut. salut Zelda. Hop, je vais... Et bah écoute, je coupe l'appel et je t'envoie des messages en privé. Salut, merci beaucoup.